Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, quand Haïti était une terre promise, une terre de liberté, une terre d'espoir pour des milliers d'Américains qui rêvaient de fuir le système esclavagiste et raciste aux États-Unis. Dans l'émission d'aujourd'hui, urgence de savoir. Il y a quelques années, en voyage en Équateur, j'ai fait la connaissance d'un Américain noir qui sillonnait l'Amérique latine. C'était un homme d'une soixantaine d'années qui avait gagné sa vie et qui avait amassé assez d'argent pour entrevoir une retraite confortable. Spécialiste dans le milieu financier new-yorkais, il cherchait une nouvelle terre d'immigration parce qu'il en avait assez du racisme systémique américain. C'était bien avant l'affaire George Floyd. Cet homme, on va l'appeler David. C'est lui qui m'avait mis sur la piste de cette histoire que je vais vous raconter dans cette émission. Au détour d'une conversation, il avait fait allusion à ce projet qui existait chez les Noirs américains d'aller vivre en Haïti. Car à cette époque, Haïti était considérée comme une terre de liberté. Il avait mentionné le nom de Prince Loveridge, l'un des acteurs intellectuels de ce plan. En fouillant dans les archives du New York Times, me voici face au dire de cet homme, face à ses angoisses, à sa peur. Me voici face à ses lettres publiées dans la revue abolitionniste The Pine and Palm. Les mêmes dires, les mêmes angoisses, les mêmes peurs que cet homme rencontré en Équateur. Voici ce qu'écrit Prince Loveridge dans The Pine and Palm. J'en suis venu à la conclusion qu'ils n'ont pas été suffisamment informés du grand plan de l'émigration haïtienne. Je pense, monsieur, qu'un agent devait être ici pour leur expliquer le bien qui pourrait découler de l'émigration vers une terre où ils peuvent être des hommes. Ici, monsieur, dans l'Amérique pleine de préjugés, nous ne pourrons jamais être des hommes. Prince Loveridge était un homme libre du Nord, né en 1792, un intellectuel, un professeur d'une école de Staten Island, soumise à la ségrégation. Prince Loveridge va faire de The Pine and Palm la plateforme de son projet d'émigration en Haïti. Des centaines de lettres de personnes comme Loveridge, publiées dans The Pine and Palm, témoignent du puissant attrait que l'émigration haïtienne avait pour de nombreux Noirs américains. Nous sommes en effet en 1860 et la jeune République d'Haïti, âgée seulement d'une cinquantaine d'années, n'est pas encore reconnue diplomatiquement par un État américain qui a peur de devoir rendre des comptes sur le traitement qu'il réserve aux Noirs sur son propre territoire. Et ce mouvement, mené par Loveridge et d'autres, va contribuer à remédier à cet écueil. Prince Loveridge n'était pas le seul illuminé à embrasser ce projet. D'ailleurs, des milliers de Noirs américains partageaient ses objectifs. Ils rêvaient tous de vivre dans un pays libre, sur une terre d'avenir où ils ne seraient pas dominés par une classe blanche oppressante. Haïti était ce pays de rêve, ce Eldorado de liberté, cette terre née d'un système esclavagiste renversé. Pour les Noirs américains, Haïti représentait une forme de paradis de fierté où des Africains, se battant pour leur liberté, établissaient et tentaient de faire fonctionner la première république noire indépendante du monde. Sur les murs des maisons de ces Noirs en lutte pendant la guerre de sécession, il y avait côte à côte les images de deux hommes, Toussaint Louverture et Abraham Lincoln. Certes, certains hommes blancs, comme Abraham Lincoln ou d'autres, étaient contre l'esclavage, parce qu'ils le voyaient comme un frein au développement de l'économie libérale prônée déjà en Angleterre à cette époque-là. Mais ils n'étaient pas prêts, pour autant, à concevoir une société dans laquelle les Noirs seraient leurs égaux
et viendraient contester leurs privilèges. Ils avaient eu vent de la constitution haïtienne qui stipulait que tout homme à la recherche de sa liberté et de sa fierté pouvait venir s'installer en Haïti avec la nationalité haïtienne en poche. Cet appel constitutionnel était entendu aux États-Unis parmi les plus érudits des intellectuels noirs. Et Prince Loveridge en était un. L'intérêt généralisé pour Haïti suggère que les Noirs américains voyaient l'île non seulement comme un lieu de vie, mais aussi un lieu où ils pouvaient racheter leur image de soi. Soutenir Haïti, que ce soit en émigrant, en finançant ceux qui le pouvaient ou simplement en invoquant le nom de l'île, c'était montrer que les Noirs étaient tout à fait capables de devenir des citoyens dignes, que ce soit en Amérique ou à l'étranger. C'est ce que nous dit l'historien et professeur d'université Eric Earshtal, auteur du livre Abolition, dans un article du New York Times. Le Libéria aussi était visé. Cette société née en 1847 et dont l'indépendance ne sera reconnue par l'État américain qu'en 1862. Elle sera reconnue la même année que celle d'Haïti, pourtant indépendante depuis 1804. Le Libéria aurait été la destination préférée des Blancs racistes qui rêvaient de se débarrasser des Noirs sans devoir gaspiller leurs munitions. Soit un dépaysement lointain et profond sans regard en arrière sur l'Amérique. Le Libéria, c'est d'accord, car c'est loin, mais pas Haïti. Non seulement Haïti est à leur porte, en plus, ce pays est une terre de révolution noire, de révolution violente, de révolution anti-esclavagiste. Ce pays est celui où des populations esclavagistes et noires ont tué leurs maîtres blancs. Non. Ce pays est leur ennemi. Ce pays est à punir avec la plus grande sévérité. Il ne suffit pas de l'empêcher d'exister dans le concert des nations. Il faut l'humilier. Il faut le mettre à genoux. Non, pas Haïti. Tout sauf Haïti. Pour ces Blancs racistes, courtiser Haïti, c'était comme courtiser la mort, nous dit Eric Earshtal dans le New York Times. L'homme de cette situation, c'est Nicolas Fabre-Geffrard. Ce n'est pas tout à fait un hasard si celui qui a financé un bureau haïtien d'immigration aux États-Unis soit Nicolas Fabre-Geffrard. Geffrard a eu une longue expérience présidentielle, du 15 janvier 1859 au 13 mars 1867. Donc, il est l'homme fort d'Haïti pendant toute la période de la guerre de sécession. 3 éléments de sa politique étrangère prouvent ses convictions. D'abord, le soutien aux rebelles dominicains dans leur lutte contre le retour des Espagnols, car il voyait d'un mauvais œil le retour des Européens à sa porte. Ensuite, le soutien indéfectible à l'action abolitionniste de l'Américain John Brown. Il va même contribuer financièrement à ses obsèques lorsque celui-ci fut pendu pour avoir dirigé une insurrection armée contre le gouvernement des États-Unis en 1859. Ce qui marque une affection sincère du président Geffrard pour la bravoure et l'humanisme de John Brown. Il apportera son soutien à sa veuve et à ses enfants et établira une correspondance avec l'un de ses fils. Enfin, il apportera un soutien indéfectible à ce projet d'immigration en Haïti. En effet, Eric Earshtal nous apprend ceci. Le journal dans lequel Loveridge a publié sa lettre, The Pine and Palm, était le principal organe des défenseurs de l'émigration haïtienne. Il a été financé par le gouvernement haïtien qui a également donné $20 000 pour établir le bureau de l'émigration haïtienne aux États-Unis. Bien que le soutien ait chuté après la proclamation d'émancipation, près de 2000 Noirs américains sont partis volontairement pour Haïti entre 1860 et 1862. Même le Libéria, fondé en 1821, n'avait pas reçu autant de personnes en si peu de temps. Imaginez cet acte de mégalomanie, encore une fois, d'un président haïtien. Imaginez l'ambiance chez les grands planteurs de la Caroline du Sud ou de la Louisiane.
Mais bien sûr, pour le président haïtien, seule la liberté comptait. Seul ce concept avait du sens pour lui. Haïti était le pays qui ne lésinait jamais sur l'effort à apporter au peuple en lutte. Les chefs d'État pouvaient être des sanguinaires, des fous, des corrompus, des putschistes, des anticonstitutionnels. Ils étaient tous d'accord sur une chose. Partout où il y avait un peuple qui luttait pour sa liberté, il fallait lui venir en aide. Que ce peuple soit juif, musulman ou chrétien, noir ou blanc. Nous avons vécu si longtemps avec ce paradoxe. En cela, Haïti était pour les blancs racistes du Sud la terre subversive, la terre ennemie, la terre à bannir. Pour mener à bien ce plan d'immigration, le président Geffrard nomme en 1859 James Redpath comme commissaire à l'émigration aux États-Unis. Redpath est un abolitionniste, un réformateur, un auteur, un connaisseur de la réalité noire. C'est cet homme qui va fonder le journal Pine and Palm, consacré aux intérêts de la liberté et des races de couleur en Amérique. Il va le fonder en 1861. James Redpath va devenir un homme important pour Haïti. En effet, il est ensuite devenu consul d'Haïti à Philadelphie et a joué un rôle déterminant dans l'obtention de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par le gouvernement américain en 1862. En effet, en 1860, il fait une tournée en Haïti en tant que journaliste. Convaincu du potentiel de cette nouvelle nation, il retourne aux États-Unis en tant que lobbyiste officiel pour la reconnaissance diplomatique d'Haïti. Pour lui, Haïti doit sortir de cette quarantaine et se développer au contact des autres nations. C'est alors qu'il contribue à l'obtention de cette reconnaissance en 1862. Il existe un livre reprenant les lettres de James Redpath aux responsables gouvernementaux des États-Unis et d'Haïti concernant des détails spécifiques de l'immigration d'esclaves et d'affranchis américains vers Haïti. Il écrit même un livre qui s'intitule The Guide to Haiti, où il détaille ce plan de vie. Après la guerre de sécession, Redpath abandonne ses idées lorsqu'il constate que les Noirs américains préfèrent rester chez eux. Au final, plusieurs centaines de Noirs américains resteront vivre en Haïti. Le bureau de l'émigration haïtienne et le journal The Pine and Palm ferment à la fin de l'année 1862. Mais Haïti a continué à représenter un idéal pour les Noirs américains. Les Noirs enrôlés dans l'Union contre les forces sudistes le faisaient au nom des idéaux de la révolution haïtienne et évoquaient sans cesse le courage de Toussaint Louverture. De tout temps, les Noirs américains ont cherché refuge hors du racisme systémique de leur pays. De ce quinquagénaire rencontré sur les routes de l'Équateur en 2019 au rêve bien documenté de Marcus Garvey du grand retour collectif en Afrique et notamment au Libéria, à ce plan méconnu mais bien réel du professeur Loveridge et de Redpath. Ce qui prouve que de tout temps, les Noirs américains se sont sentis suffisamment inconfortables ou même persécutés aux États-Unis pour rêver ou même chercher un refuge ailleurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fut un temps où Haïti était cette terre promise. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce rêve jamais réalisé. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective pour une nouvelle émission consacrée à l'histoire, la culture, la politique, tout autour de la réalité haïtienne. À très bientôt et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.